messieurs, bonjour, bienvenue à bord du vol 5390 au départ de Birmingham et à destination de Malaga. Nous sommes le 10 juin 1990 et le vol sera perturbé par un accident majeur. Le commandant de bord Tim Lancaster sera éjecté du cockpit à la suite de l'explosion du pare-brise. Attendez, restez jusqu'à la fin, car il y a des chances que tout finisse bien. T'es sûr que tout finit bien? Fais-moi confiance. Trucage ou réalité, bienvenue. L'histoire que je vais vous raconter débute à l'aéroport international de Birmingham. Le 10 juin 1990, à exactement 7h20 du matin, l'avion effectuant la liaison Birmingham-Malaga, un BAC 111 de la compagnie British Airways, décolle de l'aéroport britannique dans de bonnes conditions météorologiques. À son bord, le commandant Tim Lancaster, le copilote Alistair Hutchinson et l'équipage de cabine, constitué de 4 personnes, sont en charge d'amener les passagers à destination et dans les meilleures conditions possibles. L'avion, en pleine phase de montée, atteint 5300 mètres d'altitude. Et c'est à partir de cet instant que tout vire au cauchemar. Une détonation retentit, le pare-brise latéral situé à gauche du commandant de bord vient d'exploser. La porte du poste de pilotage est expulsée sur les commandes de l'avion, et l'air extérieur, ayant une température de moins 17 degrés, commence à s'engouffrer à 700 km/h au sein du cockpit, provoquant un brouillard de condensation. Pour résumer, c'est chaud. Le pilote, ayant retiré sa ceinture quelques minutes plus tôt, est aspiré à travers l'ouverture. Cependant, ses pieds restent bloqués dans le manche, créant la situation que nous pouvons observer sur la photographie. Il est dehors tout en étant dedans. Sauf qu'en poussant le manche avec ses pieds, l'avion s'est mis à piquer. Tout repose désormais sur le copilote qui doit redresser l'appareil et sauver les passagers. Celui-ci tente désespérément d'établir un contact avec la radio, qui est un succès, mais le vent empêche de mener une conversation convenable. Les stewards vont bien sûr se rendre compte de la situation et agir. L'un d'entre eux va réussir à dégager la porte qui bloquait les commandes et ils vont se relayer pour tenir les jambes du pilote, afin de lui éviter une mort certaine. Ils réussissent même à dégager les pieds du manche, permettant ainsi au copilote de reprendre le contrôle de l'avion. Alistair Hutchinson décide alors de continuer la descente de manière plus contrôlée pour atteindre un niveau d'air respirable et éviter toute collision avec un autre appareil. Dès lors qu'il atteint une altitude convenable, il réussit à ralentir l'avion et par conséquent diminuer le bruit du vent. Il peut donc établir un contact correct avec le contrôleur aérien qui lui conseille un atterrissage d'urgence à Southampton. De leur côté, les stewards ont un souci de taille. Le corps du pilote est en train de basculer à cause de la diminution de la pression du vent. Un autre membre de l'équipage, resté jusqu'alors avec les passagers, vient apporter son aide afin d'éviter la chute du corps dans le vide. Après encore quelques minutes de stress et d'effort, l'avion parvient à atterrir et l'ensemble des passagers s'en sort sans aucune blessure. Quant aux pilotes, aux copilotes et au personnel de cabine, ils sont pris en charge par les secours. À la suite d'une telle épreuve, il y avait peu de chances que le commandant de bord s'en sorte vivant, mais à la grande surprise de tous, il reprit connaissance. Le bilan de ses blessures se résumant à des fractures, des gelures, des contusions et une hypothermie. Mais revenons à notre enquête. S'agit-il de véritables archives photographiques montrant le commandant Tim Lancaster être éjecté du cockpit? Pour commencer, cette histoire est entièrement vraie. Cependant, les photographies l'accompagnant sont en réalité des images tirées tout droit d'un des épisodes de la série canadienne Mayday, ou Air Crash Investigation. Effectivement, après visionnage de cette reconstitution, nous pouvons retrouver les scènes dans lesquelles ont été capturées les photos. Celles-ci sont souvent réutilisées par des utilisateurs pour parler de cette histoire, mais souvent on ne sait pas d'où elles proviennent. Et des images de ce type suscitent des interrogations tellement elles paraissent invraisemblables. Ces photos ont ressurgi récemment sur Twitter, Reddit et Instagram, et j'ai tout de suite voulu vous en parler. Analyse des photos. Alors, pour ce qui est de la technique de réalisation de la première image, j'ai contacté une personne qui travaillait au sein de la production de Mayday pour être sûr qu'il s'agissait bien d'une image de synthèse, et c'est effectivement le cas. Les images de synthèse, ce sont des images virtuelles créées à partir d'un ordinateur qui peuvent être animées ou non. Souvent on utilise cette technique pour créer des scènes qui sont irréalisables en vrai. La première étape pour produire des images de synthèse est la modélisation des objets qui vont intervenir dans la scène. La modélisation consiste à décrire la forme des objets ou des personnages et par la suite à les configurer pour les mettre en mouvement. Ensuite, pour mettre en mouvement un objet et notamment un personnage, on va lui créer un squelette virtuel, c'est exactement la même logique que les squelettes dans la vraie vie. Une des étapes clés est de définir les propriétés de surface de ces objets et personnages.
Pour cela, on va faire du texturing. On va ajouter des textures telles que de l'acier, des vêtements, une peau, un revêtement de sol, et on va pouvoir ajuster différents paramètres pour rendre ces éléments plus clairs, plus sombres, plus opaques. Bref, dans cette étape, on donne une identité visuelle à l'ensemble. On peut désormais placer les personnages et les objets dans la scène. On va positionner des caméras virtuelles à différents endroits en fonction de ce que l'on veut capter durant la séquence. Ici, on est en plongée pour pouvoir mettre en infériorité le pilote par rapport à l'avion et mettre en évidence la situation critique. Une fois cette étape définie, on enchaîne avec l'animation des éléments. Il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques d'animation qui dépendent des moyens de la production et du résultat qu'on souhaite obtenir. Ici, l'animation est entièrement gérée par le logiciel de modélisation. La dernière étape dans la création de la scène est la mise en place des lumières ou lighting. On va éclairer la scène avec des sources de lumière pour rendre le résultat plus réaliste. Alors, il n'y a pas vraiment de chronologie pour ces dernières étapes. Par exemple, les décors définitifs peuvent être construits pendant que l'animation est en cours et que l'éclairage et les effets sont développés pour la scène. Une fois que le résultat est satisfaisant, on peut passer au rendu de l'ensemble. L'ordinateur va générer une succession d'images à partir du travail réalisé et des ordres établis. Un petit coup de post-production et on obtient une séquence qui aurait été très difficile à tourner dans des conditions réelles. C'est un résumé global de la technique. Dans les faits, c'est encore plus complexe. Je vous renvoie vers des chaînes qui en parlent en détail et qui vous apprennent précisément comment gérer tout ça. Pour la deuxième photographie, à mon avis, elle a été réalisée dans une reconstitution de cockpit, avec des acteurs, une mise en scène et des effets gérés en post-production. Les causes de l'accident. Après cette partie sur la réalisation des images, on va revenir à l'histoire et s'attarder quelques instants sur les causes de l'accident. Tout commence quelques heures avant le décollage de l'avion. Un ingénieur de l'atelier de British Airways doit remplacer l'ancien pare-brise du Bag 111 par un nouveau. Il retire donc les 90 boulons de fixation et les identifie comme étant de type A211-7D, ce qui est le cas. Sur ce genre d'appareil, le pare-brise est normalement fixé avec des boulons de type A211-8D, tu sens venir la couille, qui ont le même diamètre mais sont environ un quart de centimètre plus longs. On peut donc en conclure que celui qui a remplacé le pare-brise la dernière fois a utilisé le mauvais type de boulon mais a eu plus de chance. Cette fois-ci, l'ingénieur aurait très bien pu aller vérifier dans le manuel ou écouter le superviseur qui lui a fait la remarque, mais il est sûr de lui. Pourquoi ceux qui auraient remplacé le pare-brise la première fois se seraient trompés? Il va donc chercher des boulons dans la réserve, sauf qu'il n'y en a plus assez. Il se redirige vers une autre zone où il est susceptible d'en trouver, sauf qu'il commet une grave erreur. L'endroit où il se trouve est très peu éclairé, et les étiquettes sur les conteneurs indiquant les types de boulons sont presque illisibles. Il doit donc les comparer visuellement avec les anciens. Et il va se gourer de boulons, il prend des A211-8C à la place des A211-7D, et il ne s'en rend pas compte, et il ramène ses boulons à l'avion, et il commence à les installer au niveau du pare-brise du commandant de bord. Et ainsi, la différence de pression d'air entre la cabine et l'extérieur pendant le vol s'est avérée trop importante, ce qui a entraîné la défaillance du pare-brise. Voilà, on arrive désormais à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On pourrait encore s'attarder sur le miraculeux réveil du pilote à la suite de cet accident, ou sur l'incroyable survie du personnel de bord et des passagers dans des conditions pareilles. Je vous renvoie vers l'épisode de la série Mayday qui retrace ces événements et je vous mets en description des sources beaucoup plus complètes. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode, c'était Singularité 7, ciao!